hop. Ah, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Là, je cours voir les fourmis. On va parler de la zrizout. Bye. Parti. Alors pourquoi on va parler des fourmis ce soir? Parce que le roi Salomon, Shlomo Améler, dans Michelet, dans les Proverbes, qui fait partie du Tanakh, qui fait partie de la Torah écrite, a écrit des versets entiers qui décrivent la fourmi. Et les Chachamim, les sages, dans des Midrashim et dans des commentaires du Michelet, ont encore approfondi le sujet. On dirait un cours de zoologie. Oui. Et donc, effectivement, le roi Salomon, il va dire l'air, elle, anémala, va chez la fourmi, Hatzel, le feignant, Ré d'Arkea, voit ses chemins, voit sa façon de vivre, oui, Vechakem, rends-toi intelligent. D'accord? Donc ici, le roi Salomon, dans Michelet, conseille à l'être humain d'aller observer les fourmis pour apprendre. Oui, c'est très étonnant. Ouais. Quel mida il va apprendre? Alors le Siftei Chaim, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit, alors attention, il y a une énorme marmite de poulet thaï avec des sushis et des frites. Donc, gardez-en pour tout à l'heure. Gardez de l'appétit, je veux dire. Et donc, quel mida on va apprendre de la fourmi? Vous savez ou pas? C'est la zrizout. Zrizout, on va expliquer c'est quoi la zrizout. Le Siftei Chaim nous dit qu'il y a deux sources pour apprendre à vivre. La première, il dit, c'est quand même l'essentiel, c'est la Torah. C'est la Torah qui nous apprend comment on doit vivre le mode d'emploi du monde. Mais la deuxième source, qui n'est pas négligeable, puisque c'est celle qu'ont utilisé les Avot, Avraham, Isaac et Yaakov avant de recevoir la Torah, la deuxième source, c'est d'observer la nature. Observer la nature, en particulier les animaux. Parce que vous comprenez bien que ces animaux-là, ils n'ont pas appris ces choses-là. Ça veut dire, on va avoir des comportements extrêmement sophistiqués. Par exemple, il y a un poisson qui fait des décorations au fond de l'océan, de la grandeur de cette salle, avec une sorte de rosace comme ça, hyper symétrique et tout, hyper régulière, avec des vagues dans le sable. Et on a même cru que c'était des extraterrestres, on ne savait pas c'était quoi, jusqu'à ce qu'un jour, en mettant des caméras pièges, ils ont vu un petit poisson comme ça, d'accord? C'est-à-dire, il est comme ça, imaginez, sur une fresque, là. On ne sait même pas comment il fait, il n'a pas le drone pour voir où il en est. Et il avale du sable, il le recrache comme ça, et avec sa queue, tout ça, et comme ça, il fait un dessin. Ça attire sa belle qui vient au milieu. Bon, enfin, après, le reste, c'est classé, voilà. Donc, mais, un truc de fou. Vous avez les oiseaux tisserands qui tissent un nid, comme ça, vous avez déjà vu, je suppose, une espèce de panier. Et alors, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage, les abeilles, etc., tout ça, c'est extrêmement sophistiqué. Quand on plonge là-dedans, c'est sans fin. Et par exemple, il y a un naturaliste que j'aimais beaucoup dans ma jeunesse, Konrad Lorenz, c'est lui qui a découvert la théorie du fait que si vous faites éclore un oisillon dans son œuf, et que au moment où il naît, vous faites du bruit, et vous avez un visuel, d'accord, il vous reconnaît comme ça, physiquement, et le bruit, et bien il vous prend pour sa mère. C'est comme ça qu'ils ont filmé le film Le Peuple Migrateur, où ils ont pendant des années filmé des oiseaux en les suivant, parce qu'ils ont pris des pélicans, ils ont pris des oies sauvages, ils ont pris je sais plus quoi, des cigognes, et ils mettaient des cirés jaunes avec un poète-poète, comme ça, à la naissance, parce que comme ça c'est interchangeable, oui, et comme ça ils pouvaient voler avec les oiseaux. Ils prenaient des ULM là, ultra légers, ou ils prenaient des camions, ou des trucs, ou des deltaplanes, et avec un gilet jaune poète, et les oiseaux ils suivent, ils croient que c'est leur mère, d'accord? Et donc, on voit que ces oiseaux-là, ils savent tout faire, et ils n'ont jamais eu de vraie mère. Personne n'aura appris quoi que ce soit. Donc Hachem, le Siftei Chaim nous dit qu'Hachem il a imprimé dans la nature de ces animaux des choses incroyables, comme ça, une chorma, une sagesse, qui se traduit de façon pratique pour eux, mais dont nous, on peut apprendre une morale, pour que l'être humain apprenne, d'accord? C'est vrai, c'est joli pour qu'il y ait des oiseaux dans le ciel, etc. Mais en vérité, un des buts de toute la création animale, alors il ne parle pas de la végétale, c'est vrai, mais la végétale aussi c'est très poussé, eh bien c'est d'apprendre, nous, les traits de caractère, les comportements qui sont adéquats. Et il dit même, le Siftei Chaim, que si on n'avait pas eu la Torah, admettons, Hachem était très gentil de nous la donner, vous avez remarqué qu'il n'a pas donné tout de suite non plus, il nous a laissé essayer de trouver ce qu'on fait les Avot, mais si on n'avait pas la Torah, on aurait tout appris de la nature. On aurait tout appris des animaux. Et donc, du coup, on va apprendre la zrizout de la fourmi. Alors, la zrizout, si on regarde dans Wikipédia israélien, d'accord, en hébreu, avec la traduction en français, on va alors, zariz, vous sentez déjà hein, que ça, zariz, tout ce qui est Z, par exemple, zaz, ça veut dire bouger. Zaz mipo, ça veut dire bouge de là, oui.
Donc, zzz, d'ailleurs, zzz, bon, ok, j'arrive pas à vous faire rire, c'est pas grave. Donc, zariz, c'est l'empressement. Là, j'ai fait la liste. Agilité. Parce que empressement, des fois, c'est synonyme de maladresse. Ok? Les pompiers de... C'est où la faille, là, qui a une faille, là? Hein? Aux États-Unis, là-bas, à l'ouest. Hein? Ouais, la faille de San Andreas. Mais c'est quelle ville, là-bas? Los Angeles, oui, Los Angeles, hello, oui, LA, pardon. Eh bien, à Los Angeles, j'avais vu il y a longtemps que les pompiers, ils n'ont pas le droit de courir. Je ne sais pas si à Paris, s'ils courent ou pas. C'est-à-dire, des fois, l'empressement, ça va avec maladresse, ok? Mais, alors là, il faut combiner. C'est vrai, c'est la rapidité, mais c'est aussi l'agilité, mais c'est aussi la célérité. Ah, ce mot-là, je crois que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Célérité, c'est pas être un scélérat, hein, c'est rapidité. La dextérité, la promptitude, oui, l'instantanéité, et évidemment, c'est tout le contraire de la procrastination. Je commence à arriver à le dire, celui-là. Ça, c'est la zrizout. Il y a un mot qui est très proche en hébreu de zrizout, c'est charitzout. La charitzout, on traduit aussi application, rapidité, diligence. Pas la diligence avec les chevaux, voilà. Donc, vous comprenez qu'ici, qu'il y a une notion d'efficacité, d'être ricouse, d'être concentré sur la chose, de ne pas se disperser, d'être rapide, de ne pas remettre au lendemain. Et ça, c'est la fourmi. C'est la fourmi. Regardez une fourmilière, ça fonce. Ça fonce. Et elle est là, elle ne réfléchit pas. Elle porte des charges. Je crois que nous, ça équivalerait à 1 ou 2 tonnes si on portait la même charge que porte une fourmi. Imaginez, vous prenez une grosse Mercedes, là, et vous la prenez sur le dos, comme ça. Et vous faites avec l'équivalent de 10 km, en courant, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la fourmi. C'est incroyable, cette force. Et si vous regardez ses petits muscles, ben, vous aurez du mal à les voir, il n'y en a pas. D'accord? Regardez ses petites pattes, il n'y a pas de muscles. Je ne sais pas comment elle fait ça. Michelet, il nous dit comme ça. Il nous dit... Non seulement elle a cette dévotion, efficacité, force, d'accord, puissance, comme dirait Rav Yosef Schneor, la puissance, d'accord, ce que j'ai retenu. Eh bien, pourtant, en la katsin shoter ou moshel. Elle n'a pas de surveillant, elle n'a pas de policier, elle n'a pas de patron. Le rêve de tout patron, avoir des employés qui n'ont pas besoin d'un contremaître. Oui. Vous savez, le contremaître, c'est qui? C'est celui qui fait rien sur un chantier. Et simplement, il surveille que les autres travaillent. Je vais raconter une fois l'histoire du perroquet, mais ça serait trop long. Appelez-moi pendant le buffet. Donc, elle n'a pas de choter. Elle fait les choses d'elle-même. Ensuite, c'est marqué elle prépare pendant l'été son pain. Alors ça, retenez dans tous ces... Ça, ce sont des versets de Michelet. Ce sont des versets de Michelet, retenez après les enseignements qu'on va apprendre pour nous, pour notre vie quotidienne. Donc l'été, comme c'est connu, ça a été repris par La Fontaine, eh bien l'été, la cigale et la fourmi, l'été, elle prépare sa nourriture. Elle vit combien de temps une fourmi? C'est Chazal qui dit, je n'ai pas cherché un Wikipédia, je l'ai trouvé dans les Midrashim sur Michelet. Elle vit 6 mois. Après, il y a différentes espèces et tout, mais normalement c'est 6 mois. Et elle a besoin de combien pour se nourrir pendant 6 mois? En grains de blé. Lancez un chiffre. 3, pas mal. 1,5. 1,5. Pourtant, les sages disent, pareil dans un midrash sur Michelet, qu'ils ont trouvé une fois le trou d'une fourmi où il y avait je ne sais pas combien des kilos et des kilos, des centaines de kilos de nourriture, de grains de toutes sortes. Ça veut dire qu'elle amasse énormément. Alors évidemment pour elle ça sert à rien, puisque de toute façon, je dirais, elle va mourir. Alors de façon imagée, les Chachamim disent qu'elle fait ça parce qu'elle espère dans la miséricorde d'Hachem qu'elle va peut-être lui rallonger sa vie. Mais évidemment c'est au niveau imagé. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit le roi Salomon sur la fourmi. Du coup, les fourmis aussi, elles gâchent? Comment? Ah bah oui, le reste après, ça sert plus à rien. Oui. Elles sont conditionnées à travailler sempiternellement. Exactement. Elles sont conditionnées, c'est leur nature, elles n'ont pas besoin d'apprendre, et c'est Hachem qui a mis ça pour que nous apprenions. Alors que nous apprenions quoi? Que nous apprenions, nous aussi, justement, à ne pas perdre notre temps. À ne pas perdre notre temps. Et c'est ça l'amida de Zrizout. Oui. Alors c'est quoi ne pas perdre son temps? Il y a évidemment dans ces affaires de ce monde-ci, mais alors ça je vais le développer après, mais il y a également ce monde-ci par rapport au monde à venir. Parce que comme la fourmi, justement, elle va emmagasiner énormément de nourriture, alors on fait un parallèle, les sages font un parallèle et avec nous, notre vie,
combien on va accumuler, si on peut dire, de mérite, de mitzvot, de Torah, pour la vie à venir, d'accord? Là-dessus, un midrash nous ramène et nous dit que quand on arrive là-haut, les Réchaïm, ceux qui ont pas fait ce qu'il fallait sur terre, alors ils demandent à Hachem, ils disent, ok, désolé, vraiment désolé, hein, I'm sorry, vraiment sorry. Est-ce que c'est possible de reprendre, de recommencer? Ça veut dire ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur temps, et donc ils demandent à recommencer. Hachem leur dit, I'm sorry aussi, je suis désolé, mais c'est trop tard. Ouais, c'est comme si tu partais en mer, faire une navigation, comme ça aussi, le Sifter Chaim compare les sages. Là, j'ai choisi des sujets très nature. Il compare à partir en mer, en voilier, pour des semaines transatlantiques. Et dit, si tu n'as pas pris ta nourriture, laissez tomber la pêche, hein, pêcher en transatlantique, on n'attrape rien du tout. J'ai regardé dans YouTube tous ceux qui ont fait, personne n'a rien attrapé, ça marche pas. Donc celui qui part comme ça, ben il aura dans son bateau ce qu'il a mis dedans, d'accord? Le Chafetz Chaim, dans Mishnah Bora, dans l'introduction là-bas, il compare les mitzvot qu'on fait sur terre à quelqu'un qui me fait des provisions. Il fait des provisions pour le monde à venir. Oui. Simplement, quand on fait des provisions pour un voyage, on les mange. Et plus on en mange, moins il y en a. Alors que là, l'avantage, c'est que ce sont des provisions qui sont inépuisables. Ça veut dire que c'est des provisions, c'est-à-dire que le machal, l'image, comment on dit, la parabole, elle n'est pas totale. C'est une parabole que, effectivement, les mitzvot qu'on fait, ça représente les provisions, comme quand on part pour un voyage, mais ça s'arrête là, parce que les provisions, ça s'épuise. Alors que les mitzvot, ça ne s'épuise pas. Imaginez que vous auriez une provision inépuisable pour partir en voyage, grâce au fait que vous avez préparé. C'est ce qu'on prépare pendant notre vie. Et là, il y a un scoop. Je vous assure, j'avais jamais vu ça, que le Sifter Chaim ramène. Il ramène ici, au nom des sages, et il nous dit que ces provisions-là, il ne faut pas seulement viser la quantité, mais il faut aussi viser la qualité. La quantité, bon, on a compris, on sait ce que c'est. C'est quoi la qualité des mitzvot? C'est Dikduk Adin, la précision avec laquelle on les fait. C'est la Kavana, l'intention avec laquelle on les fait. Taharat Alev, la pureté du cœur avec laquelle on les fait. La Simcha, la joie avec laquelle on les fait. Pourquoi? Vous allez me dire une provision. Bon, alors, si je compare à des provisions, à l'alimentation, ben oui, on comprend que y a celui qui part avec suffisamment de provisions, mais il a pris que des pommes de terre, d'accord? Et il y a celui qui part avec des plats lyophilisés, variés, des cuistots 5 étoiles. Donc ça, évidemment, ça va pas être la même chose. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et regardez ça, ce scoop extraordinaire que j'avais jamais entendu. Il dit, c'est marqué Vechaye olam nata betochenu. Qu'Hachem, il a nata, il a planté en nous. Il a implanté en nous donc ce devenir pour la vie éternelle par le fait de faire les mitzvot. Et là, il dit nata, c'est un langage agricole. C'est planter, comme je plante un arbre, je plante une graine. Eh bien ici, le Sifter Chaim, il nous dit qu'il faut savoir que toutes les mitzvot qu'on fait dans ce monde-ci, c'est pas juste qu'on va avoir ces mitzvot-là et qu'elles sont éternelles et que ça va être tout notre olam haba, c'est qu'elles vont germer et fleurir comme si on était monté avec des graines. On avait planté des arbres. Ça veut dire que la personne, son olam haba, il va continuer à fleurir et à grandir et à s'épanouir avec ce qu'il a fait sur Terre. Il y a juste un truc dont on a parlé avant, qui est un petit peu frustrant, surtout quand on n'a pas fait ce qu'il faut, c'est que quand on arrive là, oh, c'est fini, je veux dire, on peut plus, les jeux sont faits, comme on dit. Je sais pas dans quel, ah oui, c'est à la roulette. Les jeux sont faits, c'est terminé. On ne peut plus rajouter. David, 10 pompes. 10 pompes. Non, après, parce que je pense que tu vas en avoir d'autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un scoop. Après, le Sifter Chaim, il nous donne une image qui est très sympathique. Alors, vous pouvez réfléchir en vous endormant. D'ailleurs, vous allez vous endormir avec ça. C'est encore mieux que compter les moutons et les nuages. C'est les sages qui ont donné dans la Torah orale, ils ont donné une image pour réaliser la petitesse de cette vie qu'on a sur Terre au niveau timing, hein, parce que pas au niveau importance, puisque tout se joue ici. Donc, c'est pas petit ce qui se joue ici. Tout se joue ici. Mais la petitesse au niveau timing. Parce que c'est combien? 70, 80, 90 ans, 100 ans, bon, on dit jusqu'à 120 ans, mais bon, on sait qu'on va être marathonien jusqu'à 80, hein, Maxime. Mais voilà, donc, on a quelques dizaines d'années, d'accord, de vie, oui, alors que l'éternité, bah, c'est éternel. Alors, mais le problème, c'est qu'on a du mal à palper. Éternité, éternel, bon, c'est quoi? Plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Alors, eux, ils nous donnent une image sympathique. Eux, ils la font avec une maison remplie de grains de moutarde.
Bon, c'est tout petit, vous savez, c'est des petits grains noirs qu'on voit des fois dans les moutardes à l'ancienne, oui. Moi, je vais la faire, c'est plus sympa encore, mais ça revient au même, de toute façon, c'est éternel, avec les plages de Normandie. Vous voyez les plages de Normandie, là, depuis le haut, là-bas, on descend jusqu'à la Vendée. Oui, ça fait beaucoup de plages, ça fait beaucoup de sable. Maintenant, vous imaginez qu'il y a un oiseau qui arrive comme ça, il se pose sur une plage de Normandie, il prend un grain de sable, il redécolle, et il fonce vers le Mont Blanc. Et quand il arrive là-bas, au-dessus du Mont Blanc, bing, il lâche le grain de sable. Et 1000 ans plus tard, comme ça ils disent, 1000 ans plus tard, il revient chercher un deuxième grain de sable. 1000 ans plus tard, un troisième grain de sable. Et après, et vous faites comme ça, jusqu'à ce que vous endormiez le soir. Et ça, c'est ça l'éternité. Imaginez, l'éternité, c'est qu'il a transféré tout le sable des plages de Normandie dans les Alpes, avec un grain de sable tous les 1000 ans. Ça donne une idée, Donc on se dit, mince, des fois, nous, on a du mal, par exemple, tout le monde a du mal, enfin, je sais pas vous, moi, j'avais un petit peu de mal à faire des études. J'avais du mal parce que j'étais pressé d'être actif, d'être dans la vie active, de travailler, de faire des choses, de voir des choses, de faire des trucs. Bon, c'est un clin d'œil. J'étais pressé de faire des trucs, et le problème, c'est que quand on étudie, on est étudiant, ben on fait rien, quoi. Donc on étudie des trucs, mais on fait rien. Et donc cette inactivité, elle me pesait énormément. Bon, du coup, j'ai trouvé une solution. Bon, ça c'est ma vie privée, mais les vieux racontent toujours leur vie. C'est que je travaillais pendant l'été, les 3 mois, et après je travaillais aussi pendant mes études. Voilà, comme ça m'a calmé. Vous avez la chance, vous êtes en alternance, c'est génial. J'aurais kiffé de faire ça en alternance. Maintenant, pourquoi je vous racontais ça? Parce que des fois, on a du mal justement à mettre de côté ses envies, et on a du mal à le mettre de côté pour investir. Et c'est vrai, moi j'avais des copains, je vais une histoire, mais elle est trop triste, je vais pas la raconter, mais des copains qui ont craqué, et ils sont allés bosser. J'en sais rien, il y en a un, il est allé faire vendeur à la Fnac. Mais c'était notre idole, d'accord? Parce que lui, il avait une voiture, il avait une paye, il avait son studio, et puis il travaillait, et c'était quelqu'un d'important. Tu vas à la Fnac, rayon appareil photo, je veux dire, et là, il répond, non mais c'est vrai, pour nous étudiants, quand on faisait rien, première année, deuxième année, troisième année, c'est là, t'es rien. Tu vis au truc Crous, là, t'as les tickets du Crous, je veux dire, t'es rien, t'as ton vélo si t'es riche. Et lui, c'était, voilà. Alors, pourquoi je vous dis l'histoire est triste? Parce que, en fait, ce garçon-là, il est, bon, non, je vais pas raconter, c'est trop triste. Mais en tout cas, après, il a regretté. Il a fait une très très grosse bêtise, il a fini en prison. Donc, je raconte pas le détail. Oui, je sais. Je raconte pas le détail. Bon, de toute façon, Il est sorti de la Fnac. oui, il est sorti de la Fnac. Mais on est tous. Alors, c'est un exemple fort, oui. Mais on est tous confrontés à ce choix, maintenant ou plus tard, d'être capable de mettre de côté des envies qu'on a maintenant pour faire investir notre temps, notre énergie sur quelque chose, des études ou n'importe, et pour que plus tard je puisse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu fais quoi? 4 ans, 5 ans, 6 ans d'études, mais ensuite toute ta vie, tu as un métier. Je veux dire, c'est magnifique. Voilà. Donc, et c'est ce que nos sages nous disent qu'on doit apprendre de la fourmi, parce que cette fourmi-là, évidemment, elle n'a pas Olam Haba, et on n'est pas là-dedans, c'est juste qu'il faut transposer, que de la même façon que elle va amasser l'été pour l'hiver, oui, alors qu'en façon elle sera morte, mais bon, c'est pas grave, elle ne sait pas, eh bien nous, on doit amasser dans ce monde-ci, pour le monde à venir. À revenir sur notre vie quotidienne, parce que vous allez me dire, bon, c'est bien, c'est boostant, c'est vrai que c'est boostant, ça motive à essayer de se pencher un peu plus sur cette histoire de mitzvot et de Torah et tout, ça c'est boostant, mais aussi, on va parler un petit peu sur comment se booster dans la mida de Zrizout, qui est, comme on l'a dit, qui c'est qui peut répéter tous les synonymes de Zrizout, en français, qui est capable? Miguel, je te sens. Promptitude, agilité, rapidité, instantanéité, zèle, ouais, on l'appelle, alors, zèle on le met sur Haritsout, mais c'est proche, bravo, d'accord. Ne pas être procrastiné, oui, ne pas procrastiner. Tout, ça peut être lié aussi à ténacité. Célérité, diligence, voilà. Donc tout ça, c'est la Zrizout. Alors, le Siftei Chaim, il nous dit, évidemment, il va y avoir deux points. Il y a notre bagage à la naissance, donc notre capital Zrizout de nature, de naissance, et ensuite il va y avoir comment travailler ça, comment essayer d'améliorer ça, d'accord? Alors, le capital à la naissance, comme il dit, c'est très variable.
il y a des gens, on voit déjà sur les bébés, et même des fois dans vos propres enfants, vous verrez dans vos enfants qui ont les mêmes parents, les mêmes grands-parents, les mêmes arrière-grands-parents, la même école, tout pareil, mais pourtant, ils n'ont pas la même neshama, ils ont les mêmes gènes, plus ou moins, mais ils n'ont pas la même neshama, et donc ils n'ont pas le même but sur Terre, donc ils n'ont pas les mêmes kelim, les mêmes moyens, et certains vont être plus zariz, donc ils vont avoir comme ça une rapidité, fluidité d'action, et d'autres, ils vont être plus, comme on dit, lourds, ils vont être plus méthodiques, plus lents. Alors attention, c'est aussi une qualité. Alors il faut trouver l'équilibre. Mais des fois, ça va toucher le de tension, ou de l'autre côté, ça va toucher l'hyperactivité. Donc, mais on a un capital de naissance qui n'est pas le même. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut le changer? Alors, nos Chachamim nous disent oui, on peut le changer. Qui c'est qui nous l'apprend? C'est le Sefer Achinour, qui est un Sefer qui explique les 613 mitzvot, dans l'ordre des parachiotes. Et là-bas, sur la mitzvah de Pessar, de manger le korban Pessar, où il ne faut pas casser les os, parce qu'on doit manger comme un roi, d'accord? Et on mange à coudée, etc., voilà. Et on mange grillé. Pourquoi on mange le korban Pessar grillé? Parce que le riche, il fait griller la viande. Parce que quand ça grille, ça réduit de moitié. Donc il y en a moins. Le pauvre, il a fait bouillir. Comme ça garde. Alors moi, je vais vous faire un taille. J'ai fait griller la viande avant, mais maintenant, je vais la faire bouillir. Pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Parce que tout le monde ne s'est pas inscrit. Alors non, il y aura assez, vous inquiétez pas. Alors, donc, et il nous dit là-bas, ok, mais bon, je suis désolé, mais on n'est pas... je veux dire, c'est... quand les gens mangeaient le korban Pessah, ils n'étaient pas forcément riches. Pourquoi ils n'étaient pas forcément des rois? Tout le monde n'est pas roi. Alors ça sert à quoi de jouer le roi? Il dit parce que les actions, Adam, et ça c'est un principe hyper important, bon ça on le connaît déjà, on en a déjà parlé, mais il faut se répéter, Adam, Nifal, un homme se travaille, il se forge, Kefi Peulotav, selon ses actions, par ses actions. C'est aussi Naaseh Venishma, d'accord? C'est lié à ça. Et donc quelqu'un, en faisant des actes de zrizout par le sechel, ça veut dire comme 5 fruits et légumes par jour, ben lui il dit voilà, je vais tous les matins il snooze le réveil, mais il dit voilà, je vais faire au moins une fois par semaine, tiens le dimanche, super, comme ça, il va en rando, une fois par semaine, je snooze pas, je réfléchis pas, y a pas, je mets mon cerveau sur off, je ne réfléchis pas, j'y vais, d'accord? Et puis ainsi de suite. Il dit même par exemple quelqu'un qui va à la synagogue, c'est bien déjà à la synagogue faire la prière, hein, c'est bien, c'est chouette, oui, mais il peut y aller même en marchant vite. De toute façon, j'y vais, je suis à l'heure, c'est bon, j'ai pas besoin de marcher vite. Non, parce que ça va imprégner ta nature, ça va impacter ta nature. Et donc, de façon, entre guillemets, artificielle, en faisant comme ça du training, des exercices, eh ben, on peut changer et passer de quelqu'un qui est un petit peu lent, un peu lourd, qui repousse toujours au lendemain, semaine pro, demain, mañana, etc. Eh ben, on peut passer à quelqu'un qui, bam, bam, bam. Parce que les sages disent, je crois que c'est Rav Israël Sainter, il dit, la zrizout, c'est faire ce qu'il faut, au moment où il le faut, sans repousser, d'accord, et sans faire que la moitié, et sans entraîner, etc. C'est ça la zrizout. Et donc ça se contrôle, ça s'apprend, ça s'inculque, et ça se développe, même si, effectivement, il y a des gens qui vont être très avantagés par rapport à ça, et des gens qui vont être très avantagés et d'autres très désavantagés. D'accord? Maintenant, ça c'est un petit peu, on va dire c'est très technique, mais si on réfléchit maintenant, on a faire le lien avec le cours qu'on a fait la semaine dernière sur la motivation, forcément ça va être aussi beaucoup une question de motivation. Ok? Dans le domaine profane, ça va être la motivation, on va dire, pure. C'est-à-dire je fais des études parce que je veux avoir un métier, avoir une bonne parnassa, avoir un appartement, avoir une famille que je peux lui donner ce qu'il faut, etc. Et je sais pas, voyager, avoir des beaux habits, je sais pas ce que vous voulez. Donc ça, c'est des motivations dans le monde profane. Dans le monde spirituel, dans Avodat Hashem, forcément, ça va être lié, la motivation, au degré de Yirat Shamayim, qui va dépendre de Emouna. D'accord? Combien que t'y crois? Traduction de Emouna, combien que t'y crois, frérot? Ouais. Alors, ça voilà, alors très bien, Sacha. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a les deux. Il y a la nature. Ok. Ensuite, il y a la discipline. Là, c'est-à-dire, toi, tu forces ta nature. Tu la fais évoluer. Mais ensuite, il y a la motivation. Par exemple, vous allez avoir un ultra chlet feignant. Donc, Hatzel, c'est le contraire de Zrizout, qui, parce qu'il a gagné au loto et il va courir au bureau de tabac, il sait qu'il a gagné, je sais pas, 1 million, c'est marrant, d'un seul coup, il est plus feignant. Ou genre, pour partir en vacances, l'avion, 3h du matin, il est là, d'accord?
Par contre, au travail, il est jamais à l'heure. Donc, on voit bien qu'il y a la discipline, il y a la nature, il y a la discipline, mais après, il y a la motivation. D'accord? Et donc, il y a ces 3 paramètres qui vont influer. Des fois, tu as l'un, des fois, tu n'as pas l'autre. Ok? Donc, par exemple, quelqu'un, il n'a ni la nature, ni la discipline, mais il a une motivation de ouf, bingo, il va foncer. Parce que justement, la motivation, il y a, ça aussi, nos sages nous disent, et ça c'est connu, ça a été repris dans la psychologie moderne, etc., c'est qu'il y a tous les mouvements d'une personne. À chaque fois qu'il se bouge, qu'il bouge le petit doigt, tous ces mouvements sont, tu vois, ça marche, tous ces mouvements sont contrôlés par un calcul entre plaisir et souffrance. Alors, plaisir et souffrance, c'est des mots un peu limités. En hébreu, on va dire ta'anoug, ta'ava. Donc, c'est plaisir, agréabilité, confort, facilité. Et de l'autre côté, sovel, lisbol. C'est supporter, souffrir, inconfort, en dehors de la zone de confort. Et donc l'homme, de nature, comme les animaux, sauf que les animaux, ils vont pas tellement calculer. Nous, il y a le cerveau qui va rentrer en marche et donc on va pouvoir jouer là-dessus. Eh bien, on va naturellement chercher lequel ? Le plus confortable, le plaisir, le ta'anouk, tout ça, et on va fuir tout ce qui est désagréable, etc. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Non, les masochistes. Masochistes, c'est des gens qui vont chercher à se faire souffrir. Oui. Je sais pas si vous avez essayé, mais c'est un grand kiff. Vous savez, vous prenez un marteau, vous tapez comme ça, pas trop fort, ça fait hyper mal, comme ça, pendant à peu près 5-10 minutes, et vous arrêtez, et là, vous avez un grand kiff que ça fait plus mal. Oui. Non, bon ça, c'est une blague. En tout cas, le masochisme, c'est une pathologie. Mais on voit que, surtout de nos jours, par exemple, il y a beaucoup de gens qui courent. Je sais pas combien, je crois qu'il y a 10 millions, 15 millions de Français qui courent. Faut être fou pour aller courir quand il fait nuit, il fait froid, le matin, au lieu de rester sous la couette, t'es bien et tout. Qu'est-ce qui fait que tous les gens qui partent, Mike Horn et tous les aventuriers partent dans le froid, ils montent sur la montagne. Et là, je vous ai mis les vidéos après là, de tous les voyages qu'on a fait, où des fois on est un petit peu maso aussi. On cherche un peu la difficulté, des marches toutes plates qui montent, etc., etc. Et dormir dehors, là, moi c'est Shabbat, il y a un trekking. C'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette embrouille? Cette embrouille, c'est parce que l'être humain, il remarque que lorsqu'il volontairement va dans des zones d'inconfort, eh bien, du coup, tout le reste après lui paraît facile. Il élève son niveau de supportabilité de l'inconfort et des désagréments et tout, et ensuite, ça lui paraît fastoche, oui. Et donc, du coup, la vie, elle est plus agréable. Oui, c'est un calcul de ouf. Bon, c'est un exemple de calcul qui va faire que l'être humain, il va être aussi, comme on a dit, capable d'investir, de souffrir maintenant, pour plus tard, voilà, quelqu'un, il va faire un régime, donc il souffre, il a faim, il veut manger des bons trucs, il mange que des tomates et des concombres, et pas du riz thaï et du sushi et des frites et tout. Voilà. Mais parce que après, il aura le plaisir d'être slim, on dit comme ça? Oui, slim. Voilà. On dit ça? Ouais, si, ok. Avant, on disait maigre, maintenant on est slim, c'est comme ça. Avant, on buvait, maintenant on s'hydrate. Voilà. Bon. Avant, on maigrissait, maintenant on sèche. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça va être la motivation. Dans les mitzvot, évidemment, ça va être les mounas, le degré des mounas. Oui. C'est pour ça qu'on peut jouer là-dessus. Par exemple, quelqu'un, il a du mal à aller à la tfila. Moi, je vois publicité à la synagogue Céline Robert à côté, tous les matins, il y a des croissants. Au 24 aussi, quasiment tous les matins, pain au chocolat, croissant. Ça aide, d'accord. Je vais voir des amis, j'ai des copains, je fais la tfila, on échange quelques mots avant la tfila, chas shalom, après, pas pendant, tout ça. Voilà. Des fois, moi je cherche du boulot, j'ai des copains là-bas, au fait, je cherche du boulot, il en parle à son cousin, à lui, paf, je trouve du boulot, etc. Donc, on va chercher des motivations qui des fois sont pas les shem shamaïm, mais qui vont nous aider à avoir la zrizout. Par exemple, le matin, vous voulez vous lever. D'accord, c'est compliqué, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai sur la couette, si vous vous habituez par exemple à faire un truc kiffant le matin, que vous n'aurez pas le temps de faire si vous vous levez trop tard, du coup vous allez vous lever facilement. C'est magique, d'accord, d'ailleurs ils appellent ça magical morning, oui. C'est-à-dire vous avez la même personne qui est capable d'avoir du mal à se lever à 9h, mais pour faire son magical morning, surtout s'il se filme, il se met sur YouTube, il va se lever à 5h du matin, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va se faire un kiff. Il va se faire séance de méditation, son yoga, son café, vous savez, avec le truc là, comme ci, comme ça, etc. Après, il va écouter de la musique, il va jouer d'un instrument. Et après, il va aller au travail. Je parle dans profane.
Pour nous, notre kiff, on sait c'est quoi. Il va se lever tôt, il va étudier la Gemara, une demi-heure, après faire un peu trop mâche, ensuite il va aller à la tfila, le premier arrivé, mettre ses tfilines et tout. Bon, chacun ses kiffs, voilà. En tout cas, celui qui il sait qu'il va faire un kiff, alors ça va l'aider à se lever. Donc comme ça, on peut jouer là-dessus. Du coup, je reprends, on a la nature, on a la discipline, mais on va avoir aussi la motivation par le lève finalement, par les émotions que je peux attraper grâce à ça. Il y a comme ça, j'avais entendu l'histoire d'un homme qui avait fait tchouva. C'était comme ça, genre, maintenant on dit, avant on écoutait des interviews, non c'est un podcast, d'accord. Donc, donc c'était un homme qui avait grandi dans une famille religieuse. Et puis à un moment, il trouvait plus de sens. Il trouvait plus de sens, et il était attiré par, j'en ai connu un d'ailleurs qui a fait un peu la même démarche que je connais personnellement, l'autre j'ai entendu son histoire, et donc il était attiré par un peu tout ce qui brille, voilà, le matériel, etc. Et hop, il a commencé à partir en cacahuète, et à mettre tout dans le matériel, et à laisser le spirituel, et à arrêter les mitzvot même. Il était plus religieux, comme on dit. Et puis, c'est un Américain, dans l'histoire. Et puis, à un moment, il est passé dans une rue de New York, là-bas, où il y a un endroit où il y a beaucoup de juifs, genre Brooklyn. Et il y a beaucoup de Beit Midrashot, les gens étudient. Et là-bas, ils étudient en yiddish, d'accord, souvent, les chassidim et tout. Et lui, il passait comme ça dans la rue, et il entendait, alors je sais plus c'était quoi, je sais pas comment dire en yiddish, rapsen, je sais pas quoi, attraper, d'accord, faut que je regarde c'est de l'allemand, hein, vous regardez l'allemand, s'il y a un qui veut regarder comment on dit attraper en allemand, saisir, attraper. Et donc il a entendu, et il y avait une dracha d'un rave, et le rave, dans sa dracha, il répétait, et ce mot revenait tout le temps. Moi aussi, ça m'est arrivé une fois, quand j'étais aussi dans l'Est. C'est quoi? Fangen. Quoi? Quoi? Fangen. Fangen. Fangen, bon. D'accord, Fangen. Fangen, ok. Hein? Fangen? Fangen. Ich möchte fangen. Sehr gut. Alors, et donc, moi aussi une fois j'étais en Europe, j'étais en Suisse pendant 2 ans, Suisse allemande, et là-bas j'étais dans une communauté juive qui parlait beaucoup le yiddish aussi. Et une fois j'ai écouté un cours, je suis allé à un cours d'un rave, mais c'était en yiddish. Bon, je commençais à apprendre l'allemand, c'était pas trop mon truc, et c'était à Pessah. Et en fait, le cours c'était comme ça. Le cours c'était, il disait Pessah. D'accord, j'entendais que ça. Et lui, dans la rue, il a entendu Fangen. Et là, il a eu un déclic. Quel déclic il a eu? Il a dit, mais c'est ça. Je veux dire, j'ai quitté la Torah. J'ai quitté la Torah pour attraper une belle voiture, je dis pas quoi, un ceci, un cela, pour attraper, accumuler des richesses. J'ai attrapé. Mais après, je veux dire, il commençait déjà à avoir un certain âge. C'est pas pareil. Ah mince. Comment ça se dit? Ah, mais j'avais dit moi Rapsen, j'étais pas loin. Hein? Rappen. Voilà, Rappen. J'ai rajouté un S parce que souvent il y a des S dans Yiddish. Comprendre. Ah, ok. Ah, comme le rap. Le rap, ils comprennent rien par contre. Ils ont les cerveaux qui rappellent. Bon, enfin bref. Alors, j'ai rien dit sur le rap. Tu fais pas de rap, toi? Non, c'est du jazz. Alors, les choses soient claires. Je ne suis... Hein? Ah, tu fais un peu? Vous voulez grave là? Vas-y. Après, vous êtes enregistrement. Non, vas-y. Je tourne la caméra ou pas? Yiddish, par contre. Oui, dis, vas-y. Je vais pas rappeler, vous regardez. Bah, tout le monde attend. Bon, alors attends, Allez, je te passerai la guitare tout à l'heure. Il va me tuer. Alors. Il va me tuer. Et donc lui, il a réalisé qu'en fait, il voulait attraper, mais il dit, mais attraper et je vais faire quoi après avec ça? Et il s'est rendu compte que, en fait, le vrai attrapage, celui qui est éternel, c'est d'attraper les mitzvot. Et il a refait tchouva. D'accord? Il a refait tchouva. Et donc c'est ce qu'il dit aussi, ici dans le Sefer. Il dit que parfois, c'est marrant parce que parfois la même idée peut provoquer 2 effets contraires. L'idée, par exemple, que la vie est très passagère, qu'on peut vivre bien 70, 80 ans, et que, alors il y a des gens, ils disent, alors il faut profiter. Et donc qu'est-ce qu'ils font?
allez, vas-y, la moquette, tout ce que vous voulez, quoi. C'est, ils profitent, ils partent en cacahuètes, complètement dans le matériel. Profitez, profitez. Et d'autres, au contraire, ils disent, attends. Hachem, il a fait tout ça, quoi, juste pour métro, boulot, dodo, et un peu de vacances, un peu de ci, etc. et tout. Ça, c'est pas possible, c'est possible. Il y a un bug, oui. Et donc, la personne, elle dit, donc c'est pas ça le but. Donc, faut que je comprenne c'est quoi le but. Et à ce moment-là, il va utiliser toute sa vie, au contraire, pour ce but-là. Pour ce but-là. Ici, il ramène, j'ai oublié qui c'est qui dit ça, au nom de qui. Il dit que la zrizout, c'est d'arriver à mettre tous les instants de sa vie dans le but de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit attention, hein, ça n'empêche pas les vacances, ça n'empêche pas tout ce qui est aussi. Pourquoi ? Parce que dans la vie, on a besoin aussi d'être équilibré, on a besoin de connaître son niveau, on a besoin d'aller crescendo, ça se fait tout seul. Mais la personne, elle va, quand elle prend du bon temps, quand elle se détend, quand elle fait du sport, quand elle mange, quand elle dort, quand elle est avec des amis, qu'elle rigole, qu'elle joue de la musique, même du rap, eh ben c'est le but, c'est de se détendre, d'être bien, d'être joyeux, etc. Hein, surtout la musique, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen, d'accord ? On a souvent parlé de ce sujet. J'ai presque fini. Voilà, ah oui. J'ai retrouvé le nom, c'est Rav Israël Salanter. Voilà, Rav Israël Salanter qui dit ce que je viens de vous dire, je cherchais le nom. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Tac. Alors, alors maintenant, nous on va étudier la fourmi. Bon, après, c'est compliqué d'aller voir des fourmis, surtout pour nous Parisiens. Il vaut mieux d'ailleurs qu'il n'y ait pas trop de fourmis à la maison. Par contre, on peut prendre l'exemple sur des gens qu'on connaît, sur notre entourage. Oui, si on voit des personnes comme ça qui sont pas actives, qui font beaucoup de choses, qui sont efficaces, qui sont, comme on a dit, promptes et instantanées, etc. et tout, eh bien, on peut s'inspirer d'eux, prendre exemple en les fréquentant. Forcément, ça va nous aider. Il y a aussi le background. Ça veut dire que parfois, il faut tester, il faut essayer. Bon, vous savez, par moi, comment on appelle ça ? Je milite pour la douche froide, oui. Eh bien, là, j'ai un ami, Jonathan, je te fais un petit dédicace, sur les réseaux qui nous suit. Et là, il m'a posté, là, sur la dernière vidéo que j'ai fait, il a dit, au fait, en passant, ça fait 6 mois que je prends les douches froides. Et il a marqué, c'est incroyable le bien que ça fait. Mais c'est hyper désagréable à la base, oui. Alors, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un est capable pendant 6 mois de finir avec une douche froide tous les matins ? C'est parce que il a essayé et il a vu que ça marche. Il a vu que ça lui fait du bien, d'accord ? Donc ça, c'est pareil, nous. C'est pareil, tous les moments. Qui se souvient d'un matin où il s'est levé comme un lion, comme ça, d'accord, à 5h, 6h du mat, qu'il a fait une belle matinée, et qu'il est arrivé comme ça à 9h du matin au boulot, et que ses collègues de travail, ça fait une demi-heure que je me suis levé, j'ai foncé, je me suis habillé dans le métro en même temps, j'ai pas pris de petit-déj, j'ai rien, à moitié truc, et lui, il a déjà une demi-journée devant lui. D'ailleurs, quand je vous dis ça, ça me rappelle mon prof de géologie en fac de sciences. Avant de faire pharmacie, j'ai fait fac de sciences. Et lui, nous, on arrivait au cours à 8h. Alors, moi, faut que je raconte ma vie, c'est obligé, hein, c'est comme ça. J'étais à la résidence du Crous, là, résidence universitaire. J'étais à peu près à 4 minutes 30 de l'amphithéâtre. Ok ? J'étais pas très religieux à l'époque, je suis désolé, je regrette, mais oui, je sais. Et donc, le cours était, admettons, c'est pas grave, bon. Le cours était à 8h30, d'accord ? Je me levais à 8h20. Je m'habillais en 3 minutes, je prenais un verre d'eau, j'avais même pas le temps de faire un café, et je courais, j'allais en courant, d'accord ? C'est comme ça que j'ai attrapé la zrizout. Et je courais, et j'arrivais à la fermeture de l'amphithéâtre, d'accord ? Mais, ça c'était au début. Mais, on avait ce prof de géologie. Et ce prof de géologie, bon, je vais pas tout raconter, parce que bien sûr, il était tellement rigolo, que des autres facs, ils venaient pour assister aux cours, parce qu'il nous faisait des sketchs, des trucs de malades et tout. C'est la géologue, par exemple. Il était énorme, il avait un ventre comme ça. Et donc, il disait, comment je fais pour observer une pierre par terre ? Je me couche par terre et je demande à quelqu'un de me lever les pieds. Comme ça, après, je peux observer la pierre et tout. Bon. Et il nous faisait des trucs de ouf, voilà. Et donc, et quand il arrivait, il venait avec un verre de vin. Tous les matins, il arrivait à l'amphi avec un verre de vin. À 8h30. Enfin, alors, il nous disait,
Il me disait, ça vous étonne que je bois du vin et tout, hein? Alors, on répondait pas, hein. À l'époque, on avait peur et tout. Et ça a changé après avec les années. Et donc, il me disait, mais moi, je suis levé à 4 heures du matin. Vous venez de vous lever, d'accord? Mais moi, je suis déjà, moi, c'est midi pour moi. Je suis à la moitié de ma journée. Et j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Eh ben, je vous assure, cette image, elle s'est gravée en moi. Elle s'est gravée en moi et j'ai commencé à devenir addict de ça. J'ai commencé à devenir addict. Et donc, on voit, voilà, comment on peut s'inspirer, même dans un monde profane, hein, entre guillemets. Mais encore mieux, évidemment, si on s'inspire de Bnei Torah, de voir comment ils se lèvent. Quand vous arrivez à la tfila, il y en a, ils regardent ceux qui arrivent après eux. C'est bon, je suis pas le dernier. Il faut regarder ceux qui sont là avant nous, d'accord? Et quand vous voyez un grand-père qui est là avec sa canne et tout, et qu'il est avant vous, alors que nous on est tout jeunes, hein, nous on est tout jeunes, eh bien on se dit mince, je veux dire c'est pas normal, je devrais arriver avant. Voilà ce que je voulais échanger avec vous. Là je vais mettre, tout est pré-cuit, il faut juste tout mettre dans la marmite à chauffer. Alors pendant que je fais ça, hop,